Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette grande journée de mobilisation. Grande par son symbole plutôt que par son niveau de participation. On est loin du million de personnes dans les rues qu'on a connu dans les années 90 et 2000. Mais on a vu dans un même rassemblement parisien Philippe Martinez, Jérôme Rodriguez, Éric Coquerel ou encore Thomas Porcher. CGT, Gilets jaunes, France Insoumise, faut-il pour autant parler de convergence des luttes ? #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Notre match des idées, il va opposer ce soir Benjamin Corriat à Jean-Marc Sylvestre. Nous reviendrons sur ce front quelque peu surprenant auquel doit faire face le gouvernement pour sa loi Pacte. Droite et gauche sénatoriale unies contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Certains par idéologie, d'autres par pragmatisme. Analyse et débat, ce sera juste après ce sujet de Fabien Recker. C'est un front insolite qu'affronte le gouvernement. Au Sénat, la gauche est contre la privatisation d'Aéroports de Paris et se réjouit d'un allié de circonstance, la droite. Comment des gaullistes peuvent privatiser Charles de Gaulle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ah ben non, il y a un sursaut. On avait déjà vu à l'Assemblée que beaucoup de gaullistes n'avaient pas voté. Et au Sénat, on a le clan gaulliste qui se ressaisit, c'est la majorité du Sénat, et qui semble rejeter cette privatisation en bloc. Et ils ont raison. Une majorité de sénateurs LR s'oppose en effet à la privatisation, mais ne veut pas pour autant parler d'union sacrée avec le PS. C'est pas la guerre de 14, mais ceci étant dit, je pense qu'il y aura une grande majorité effectivement au Sénat pour s'opposer à cette privatisation. On est sur un sujet qui est un sujet éminemment politique et pas simplement un sujet financier. On a une philosophie globalement plutôt libérale, donc on est plutôt favorable sur la logique de privatisation, sauf que ce n'est pas logique de privatiser un monopole. Un monopole est surtout un actif stratégique aux yeux des LR, qui voient pourtant leurs alliés centristes se ranger sur la ligne du gouvernement. L'ancien maire du Bourget, Vincent Capo-Canellas, se veut pragmatique. Quand je vois certains à droite, chez nos amis LR, qui s'alignent sur les positions du Parti Socialiste, je m'étonne. Et puis je pense aussi que le gouvernement est confronté, c'est vrai, à des difficultés budgétaires, que l'intérêt de l'État, c'est sans doute de procéder à des cessions. Des centristes partisans d'aménager le texte du gouvernement, une position minoritaire au Sénat qui restera opposée à la privatisation. Et avec nous pour ce match des idées, je vous le disais, Benjamin Corriat, bonsoir, professeur d'économie à l'université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir, éditorialiste économique. Privatiser ADP, c'est vendre les bijoux de famille, c'est une erreur, Benjamin Corriat ? Oui, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que personne n'y gagnera, ni les citoyens, ni les consommateurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, ça a été dit brièvement, on vend un monopole. Ça veut dire que lorsque on privatise, c'est en général pour casser un monopole, le mettre en concurrence. Ensuite, on peut discuter. Il y a des cas dans lesquels ça peut tout à fait se justifier. Là, pas du tout. Ça veut dire qu'on remet entre les mains d'un groupe privé une entreprise qui est beaucoup plus qu'une entreprise, une infrastructure publique, sans aucune garantie de qu'est-ce qui peut se passer sur la question des prix. Je veux dire, ce qui s'est passé sur l'autoroute, sur les autoroutes, devrait nous édifier. Le racket qu'exercent les entreprises privées sur les autoroutes. Qui a profité aux sociétés privées, évidemment. Bien évidemment, qui a fait perdre de l'argent. évidemment. Devrait nous alerter sur le fait qu'il faut faire attention quand on touche à des infrastructures qu'on veut privatiser, d'un côté. Et il y a d'autres raisons, mais la deuxième chose, c'est que c'est quand même un instrument de l'expression de la dimension régalienne de l'État. C'est là qu'on entre et c'est là on est dans le symbole, on sort sur le territoire. C'est plus que le symbole. Bien sûr, on va nous dire, évidemment, on va nous dire que les douaniers ou les policiers seront toujours des agents publics. Et j'espère bien. Mais néanmoins, un peu plus que le symbole, on est sur un territoire d'État, sur un territoire régalien, dont la gestion est confiée à des sociétés privées. Bon, il peut y avoir quand même une série de problèmes là derrière. Enfin, d'un point de vue purement économique, deux choses, parce que ça c'est quand même très important. D'abord, c'est une très belle affaire, si j'ose dire, puisque ça rapporte 260 millions d'euros par an à l'État, et ma foi, c'est vraiment le contraire de rien par les temps qui courent. La deuxième chose, c'est que on évalue ça à 10 milliards d'euros.
Mais 10 milliards d'euros, c'est la valeur ici et maintenant, je veux dire, par les financiers, si je peux dire, si on peut s'exprimer de cette manière. Alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Ça veut dire que compte tenu de ce qu'est l'avenir du transport aérien, compte tenu de l'ensemble des terrains sur lesquels il y a une préemption de fait, compte tenu du fait que c'est un aéroport, la valeur réelle est bien supérieure à l'estimation financière. Donc de toute façon, l'État va se faire rouler en plus. Donc une erreur sur tous les plans. Jean-Marc Sylvestre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis abasourdi, franchement. Je suis abasourdi parce que c'est véritablement un combat d'arrière-garde, très archaïque, qui ne correspond plus à la réalité. Vous me dites, ou on nous dit que on va privatiser, mais on ne va pas privatiser. On va rendre au public ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartenait pas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, une entreprise publique dans les pays anglo-saxons, c'est une entreprise qui appartient aux épargnants. Et c'est une épargne et il y a suffisamment d'épargnants, suffisamment d'épargne en France, et on a besoin d'investir cette épargne. Regardez ce qu'on a en assurance vie qui va financer la dépense publique. Ça peut quand même aller financer des infrastructures qui, au plus, sont rentables. Si ça peut servir en plus à garantir un certain nombre de retraites complémentaires sur lesquelles on a des problèmes, ce sera gagnant. Et quel bilan vous tirez, vous, de la privatisation des autoroutes, par exemple? Ça, c'est un plaidoyer idéologique. Je déduis de la privatisation des autoroutes qu'on a le réseau d'autoroutiers parfaitement l'un des plus qualitatifs d'Europe. Je reviens sur l'aéroport de Paris. C'est pas un monopole, monsieur, c'est pas vrai. C'est pas un monopole. L'aéroport de Paris est totalement en concurrence avec Francfort aujourd'hui. Et ils se battent avec Francfort. Ils se battent avec Pour atterrir à Paris, Francfort est un vrai concurrent. Voilà. Ça, je suis d'accord. Oui. Mais c'est un vrai concurrent parce que c'est un hub international. On a besoin d'un hub quasiment mondial, de capacité mondiale. Et si on ne le fait pas à Paris, si on ne le protège pas, eh bien, il ira à Dubaï ou il se consolidera à Francfort. C'est comme vous voulez. Mais l'entreprise, c'est pas une entreprise régalienne. Ne parlez pas de ça. C'est pas une entreprise. C'est une entreprise commerciale, l'aéroport de Paris. Mais enfin, vous êtes allé à Roissy, mais c'est un hypermarché. C'est un produit. Il y a une galerie de marchandes de luxe. Tous les Chinois. Ça a été l'argument de Bruno Le Maire, d'ailleurs. Évidemment, mais il a totalement raison. Enfin, j'ai fait un film de 50 minutes là-dessus sur la capacité commerciale et financière de cette entreprise. C'est la vitrine de l'industrie française. Et alors, il y a une partie régalienne, mais qui ne sera pas privatisée. Ah oui, voilà. Mais bien sûr qu'il ne sera pas privatisé. C'est le contrôle aérien. Le contrôle aérien doit être objectif. Bien sûr, c'est la police de l'air, comme on ne va pas privatiser, effectivement, la douane, les contrôles et la sécurité. Mais c'est normal. Donc je ne vois pas en quoi cette entreprise, qui est devenue une des entreprises les plus prospères du monde, pas grâce à l'État, grâce à ses alliés privés qui l'ont poussé sur les autres terrains, ses architectes, dont d'ailleurs l'architecte emblématique de Roissy est décédé il y a 2 mois. Dans l'indifférence générale, j'ai pas vu que l'État ou l'administration ou les partisans des aéroports lui aient rendu un peu hommage. Ouais. C'est un peu dommage. On peut imaginer des concessions. C'est une belle affaire. Il faut en faire profiter l'épargne. Et puis si ça permet à cette entreprise de pouvoir essayer de venir en aide à des aéroports régionaux qui ont beaucoup de difficultés, parce que là, l'État ne remplit pas sa fonction, et les rendre rentables, ça pourrait être utile. Et puis, si on peut continuer d'affronter, je vous dis, l'affronter, c'est le Qatar et c'est Dubaï, hein, c'est ça, là. Parce que le trafic aérien, il se déplace vers l'Est. Avant de vous donner la parole, Benjamin Corrière, on a toujours tendance à dire que c'est la droite qui privatise et la gauche qui nationalise. Pourtant, si on refait un peu l'historique des vagues de privatisation en France, on s'aperçoit que les gouvernements socialistes ne se sont pas gênés. Sous Lionel Jospin, entre 1997 et 2002, pas moins de 10 privatisations partielles, d'ouverture de capital ou de mise en bourse. Bilan, plus de 200 milliards de francs dans les caisses de l'État. 2012-2014, gouvernement Hérault, 5 cessions de capital et des projets de baisse de participation. 2014-2016, gouvernement Valls, 6 opérations de cession d'actifs, dont celle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, justement. Celui qui a le moins privatisé, finalement, c'est François Fillon. Il y a un moment où c'est même plus une question d'idéologie, Benjamin Corrière, c'est aussi une affaire de pragmatisme. Ça rapporte de l'argent. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'interprète le discours qui a été fait à l'instant comme un discours
parfaitement idéologique. Parce que dire qu'on a le choix d'atterrir à Paris ou à Francfort, c'est absolument faux. Quand on veut venir en France, détrompez-vous, une compagnie aérienne si a vous parfaitement, permettez, si vous parfaitement permettez. le choix entre avoir des droits d'atterrissage à Francfort ou des droits d'atterrissage Ça, c'est une à Charles de dimension, Gaulle. c'est une dimension Enfin, c'est totalement latérale différent. de la question. Pour atterrir à Paris, on est en monopole. Et c'est un monopole qu'on va céder. Non, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais il y a des voyageurs internationaux qui... C'est le terme employé par voudrais Marc-Philippe finir, Daubresse, je voudrais le sénateur. finir. Lorsqu'on veut Monopole. atterrir à Paris, on est en monopole. Et c'est ce monopole qu'on va céder à une entreprise privée, malgré l'expérience qu'on a de ce qu'ont été les privations Vous savez qu'il y a des gens qui ne voyagent pas par avion, quand même. L'avion n'a pas le monopole du voyage. Évidemment, si on, il y a quand même si on encore se des promène gens en qui vélo, il n'y a plus de voyagent par problème le train. Non, mais là, on est en train de parler du transport aérien. Si vous voulez qu'on parle des bicyclettes, on en parle. Non, mais Bon. écoutez, Ça, c'est un premier point. l'Eurostar est le premier concurrent Ça, de la c'est un ligne premier aérienne. point. Benjamin Paris-Londres. Goria, Tout ce que finissez. vous voulez, mais on parle d'autre chose Mais à ça ce moment-là. existe, cette Bien. concurrence. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le succès d'aéroports de Paris par rapport à Heathrow, par exemple, ou par rapport à d'autres aéroports, c'est la prévoyance de la puissance publique qui a su très tôt installer un aéroport relativement loin de Paris avec d'énormes terrains vagues, ce qui a permis, terrains non occupés, ce qui a permis le développement aujourd'hui d'aéroports de Paris, et c'est la raison pour laquelle c'est une si belle affaire. C'est la puissance publique qui a fait ça. Et donc, il est juste que la puissance publique puisse aujourd'hui bénéficier de sa vista, de son intelligence et de ses investissements. Ça, c'est un Alors là, second vous avez totalement raison. Troisième point. Le Non, mal mais qu'on attendez, a- je voudrais finir. Vous pouvez vous répondre de manière... Non, je voudrais finir. C'est pas la puissance publique, c'est la clairvoyance du général de Gaulle tout seul. Non, Il a c'est fait pas ça la clairvoyance tout du seul. général de Bien Gaulle, sûr que si. c'est la prévoyance de la puissance publique, comme ça a été la prévoyance de la puissance publique d'installer un réseau de télécommunications en France, de routes en France. etc. Non, mais moi je veux bien. Mais on n'était pas ouvert à la concurrence internationale. Non, mais écoutez, je voudrais Mais pouvoir parler. là où vous avez Je raison, veux parler. vous avez raison, parce Bon. que quand on voit le mal de chien qu'on a aujourd'hui pour lancer un aéroport international qui pourrait au moins faire un peu concurrent dans l'ouest de la France, Saint-Nicolas-des-Landes, ça n'a quand même pas été facile. Benjamin Goria, vous finissez et on échoué. passe au deuxième Donc, thème. je répète, c'est avant tout une infrastructure publique qui s'est développée de manière publique grâce à l'intelligence, encore une fois, de la puissance publique, vous avez grâce raison. au fait... Le privé est bête. Grâce au fait... Non, le privé, aujourd'hui, Le vient privé est bête. essayer de récupérer ce qu'il peut récupérer de ça. Alors, maintenant, sur la dimension proprement commerciale des choses, etc., croire que l'aéroport de Paris, c'est une galerie marchande, alors franchement, c'est vraiment se tromper sur ce qu'est l'aéroport de Paris. Et je voudrais juste préciser que pour l'aéroport de Paris, il y a ce qu'on appelle la double caisse, et que les revenus du commerce ne viennent pas nourrir les dépenses de l'aéroport de Paris. Bon, donc si on fusionnait les deux caisses, déjà, on aurait une situation complètement différente. Donc c'est tout à fait faux de dire que c'est d'abord une caisse, c'est d'abord une infrastructure publique et c'est d'abord un lieu d'exercice. Rapidement, je voudrais qu'on passe au régalienne. deuxième thème. La situation publique de l'aéroport de Paris a complètement biaisé le modèle économique d'Air France. Parce que quand il s'est agi de négocier les droits d'atterrissage, on a toujours été dans une position très ambiguë, de par la volonté d'avoir Air France. On lui faisait des cadeaux au niveau des droits d'atterrissage, des slots, et ça gênait les autres compagnies. Et les autres compagnies, elles se barraient ailleurs, etc. Si on clarifie la Non, situation... c'est à peu près l'inverse. Je suis désolé. Il y a un rapport parlementaire qui peut être consulté. Non, mais moi, je vois dans les les faits. difficultés. Regardez la situation dans d'Air les, France. Dans Ouais. les difficultés La d'Air situation France. d'Air France. Dans les difficultés d'Air France, il est entré le fait que on lui a fait payer des droits d'atterrissage, d'utilisation, etc. de l'aéroport. Et là, pardonnez-moi, relativement messieurs, mais élevés. on devient un peu technique pour nos téléspectateurs. Non, Je voudrais mais maintenant Ah oui, mais non, qu'on oui, s'arrête c'est pas clair. sur C'est le pas clair. dossier fiscal. C'est le deuxième thème de ce match. Hier, Gérald Darmanin a jeté un pavé dans la mare dans une interview aux Parisiens. Je le cite. « Je propose que l'on revienne dessus en diminuant le plafond global des niches ou qu'on les mette sous condition de ressources pour qu'elles profitent aux classes moyennes et populaires plutôt qu'aux plus aisés. Voilà une idée de justice fiscale, nous dit le ministre des Comptes publics. S'attaquer aux niches fiscales, c'est devenu un vrai sujet au sein de la majorité. Gilles Legendre l'a encore confirmé hier soir sur notre antenne. Il était l'invité d'audition publique. On ne fera pas le travail niche par niche en disant on est pour, on est contre. Ce sera une vision d'ensemble que nous devons avoir en matière fiscale qui viendra du grand débat. C'est un Big Bang quand même, donc ce Big Bang, ça serait jusqu'à 2022 moi, je pense que 2022 est peut-être au-delà. Ah oui. Vous savez,
il a de la fiscalité comme d'un nombre incalculable de domaines de l'action publique et qui explique en grande partie la colère des Gilets jaunes. On a reculé devant les grandes réformes, devant les grandes transformations. Et les niches fiscales, ce n'est pas un petit sujet. Selon la Cour des comptes, il existe près de 450 niches fiscales en France. Selon Bercy, en 2018, le coût total de ces dispositifs s'est élevé à 100 milliards d'euros. C'est vraiment nécessaire de s'attaquer aux niches fiscales, Benjamin Corrière ? La question des niches fiscales est une question sérieuse, mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est 474 niches fiscales pour environ 100 milliards d'euros. Bon, alors, c'est un sujet qui, à un moment ou à un autre, doit venir sur la table. Maintenant, c'est pas ça qui est posé. Hein. Ce qui est posé, c'est M. Darmanin. Darmanin, excusez-moi. C'est pour lui. Qui nous dit, oui, bien sûr, qui nous dit que il veut toucher à éventuellement 14 milliards de niches fiscales, c'est-à-dire en fait une toute petite partie des niches, moins de 15%, qui, comme par hasard, touchent des personnes et pas du tout les entreprises, parce qu'il y a des paquets de niches fiscales bien plus importants qui touchent les entreprises. Bien. Et à mon avis, de manière tout à fait non avisée. Je vais dire pourquoi. Bon, d'abord, on ne peut que sourire, parce que d'une certaine manière, on est un peu dans la course aux idées sur comment faire pour ne pas rétablir l'ISF. Bon, donc... pour vous, c'est ça l'intention cachée, c'est bien entendu, de détourner l'attention. Bien entendu. Pourquoi M. Darmanin a inventé tout d'un coup la question des fiches fiscales, des niches fiscales? Ça fait partie des revendications des Gilets jaunes et c'est apparemment en tête de liste sur le site du Grand Débat. Ah oui, mais je ne crois pas que la revendication numéro 1 des Gilets jaunes soit de toucher ce qu'on appelle les niches fiscales et qui concerne les dégrèvements en ce qui concerne la rénovation de l'habitat, c'est-à-dire des centaines de milliers d'artisans qui sont eux-mêmes membres pour la plupart des Gilets jaunes. Or, c'est de ça qu'il est question dans les 14 milliards en question. Donc, je veux dire... il fait le tri à sa manière. Voilà, il fait le tri à sa manière. Donc, il y a une course à l'échalote un peu à l'intérieur du gouvernement. Certains veulent rétablir une tranche supérieure, mais se sont fait taper sur les doigts immédiatement, une tranche supérieure de l'impôt sur les revenus. Là, maintenant, on invente ça. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise... Non pas sur la question des niches fiscales en général. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que ça va replonger dans le travail noir toute une série de gens qu'on avait réussi à stabiliser. Et donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire tout pour préserver l'ISF, y compris remettre les gens dans le travail au noir. Ça risque de mettre sur le pavé toute une série d'artisans qui aujourd'hui vivent de cette pseudo-niche fiscale. Bon, voilà. Et ça ne touche pas, certainement pas les plus riches. Ça va toucher les classes moyennes supérieures qui sont certes pas à plaindre. Mais il n'y a aucune raison qu'elle fasse les frais d'un impôt, l'ISF, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui lui touche les extrêmement riches. Jean-Marc Sylvestre. Écoutez, moi je ne trouve pas ça forcément une trop mauvaise idée. Ça ne m'étonne pas d'en débattre. Mais vous êtes là pour en débattre, là où je suis là pour ça. Là, je pense où je suis d'accord avec vous, c'est que l'agitation aujourd'hui est purement politique. Il s'agit pour le gouvernement de sortir un à un tous les articles du Code des impôts et de les mettre en débat. Alors, on a commencé par l'ISF, on a parlé de la taxe d'habitation, et on va parler des niches fiscales, et puis on parlera de la tranche maximum, et puis on parlera sans doute, on va en arriver au quotient familial, vous allez voir. Oui, c'est probable. Parce qu'on alimente le débat, on alimente l'espace, on donne à manger du grain à moudre, à la fois aux Gilets jaunes, mais aussi au système médiatique, pour discuter de ces choses-là. Alors, les niches fiscales en soi, c'est vrai que c'est une complexité énorme de notre système. Oui. Si on les supprime dans le sens de la simplification et dans le sens de la diminution globale du prélèvement, pourquoi pas? Mais il faut quand même faire très attention. Je le dirais d'une façon un tout petit peu plus violente que vous, c'est que derrière chaque niche fiscale, il y a un chien, et s'il y a un chien, c'est qu'il garde des intérêts. Et ces intérêts ne sont pas seulement protecteurs d'un intérêt individuel. Ça peut protéger une corporation, ça peut protéger une série d'entreprises. Ça en peut tout cas, un équilibre. Ça maintient un équilibre. Et puis, ça permet au système fiscal de vivre. On sait tous qu'au bout d'une ou deux générations,
génération, il faut mettre tout à plat. Et puis les niches fiscales, c'est une respiration dans un système fiscal très lourd aussi pour les Français. C'est une respiration. Le problème des niches fiscales, c'est que ce qu'on appelle niche fiscale, c'est des choses en vérité extrêmement différentes. Alors, il y a des instruments d'incitation à des changements de comportement. Mais monsieur le professeur, je ne suis pas aussi violent que vous sur la critique, parce que ce truc-là a quand même un intérêt. Il ne faut pas rigoler avec tout ça. Il y a une inculture dans ce pays, il ne faut pas le dire, parce que... Et pourtant, vous allez le faire. Oui, je vais le faire. Il y a une inculture en matière économique, en matière fiscale, en matière sociale, sur les mécanismes, sur la cohérence entre les différents systèmes, que ce débat, et ça va être la vocation de ce grand débat, permet de discuter de tout ça. Et en discutant, on met en évidence un certain nombre de cohérences. On a appris aux Gilets jaunes que l'ISF avait été quand même supprimé sur les 2/3 de sa valeur. Supprimé sur les 2/3 de sa valeur. Ça a quand même un intérêt. C'est bien. C'est pas par hasard qu'on a fait ça. Hein. Donc on a expliqué, on est en train de continuer à expliquer. Je veux dire qu'il y a eu de la pédagogie. Il y a eu de la pédagogie qui est faite. On n'a pas mis les Gilets jaunes à l'école, parce que évidemment, faut pas. Mais je vois bien que on a quand même des maîtres d'école qui se baladent et puis qui font. C'est intéressant de laisser les gens discuter. Donc les niches fiscales, on va en arriver à constater qu'il y a des intérêts. Et c'est des intérêts qui se touchent, qui sont profonds et qui touchent à l'équilibre. Il nous reste 1 minute, Benjamin Cohen. Oui, non, mais si vous êtes d'accord. Mais bien sûr que les niches fiscales, c'est une question extrêmement complexe et qu'il faudrait pouvoir en discuter, bien entendu. Non, mais c'est trop facile de dire comme ça. Mais bien sûr. Non, mais là, vous jetez tout, l'eau, mais pas du tout, et le bébé avec. Mais pas du tout. J'ai répondu à une question précise qui est celle des niches que veut toucher Monsieur Darmanin. Et j'ai dit ce que j'en pensais. Il n'a pas donné la liste. Après, il a parlé de 14 milliards. Mais si, bien entendu. Relisez la déclaration de Monsieur Darmanin. Bien. Donc j'ai répondu à la question. Il ne va pas toucher aux emplois à domicile, vous savez très bien. Mais bien sûr qu'il est obligé d'y toucher. Il ne va pas y toucher. Parce qu'il veut faire passer le plafond, il veut faire baisser le plafond. Or, le plafond, il est constitué pour l'essentiel par des emplois à domicile. Enfin, il y a le cinéma aussi, pas mal. Hein. Mais c'est tout à fait secondaire. Alors, il nous reste 10 secondes. Alors, les 10 secondes, c'est pour dire, par rapport au débat national, ayons un débat, etc. Mais introduire un débat sur la forme de QCM avec des fléchettes sur quels sont les impôts que vous voulez attaquer, indiquez-moi, n'est pas un débat national. Et je le regrette très vivement, parce qu'on aurait besoin d'un vrai débat citoyen dans ce pays. Merci beaucoup. Ce débat, il a eu lieu sur ce plateau. Il était vif et animé. Merci beaucoup d'y avoir participé. On va poursuivre l'émission avec notre autre grand débat. #OVPL, toujours. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, on va revenir sur cette journée de mobilisation un peu particulière. Particulière parce qu'on a vu manifester ce mardi des groupes et des leaders qu'on n'avait jamais vus se mobiliser le même jour. Jérôme Rodriguez des Gilets jaunes, Philippe Martinez de la CGT, Alexis Corbière de la France Insoumise ou encore Thomas Porcher de Place Publique. Bref, un petit début de convergence des luttes, même si tous sont restés à bonne distance les uns des autres. Avant de tirer les enseignements de cette journée de mobilisation, retour sur cette journée justement avec Sandra Cerquera et Jonathan Dupriez. De cette société-là, on n'en veut pas. La CGT et les Gilets jaunes ne portent pas la même couleur, mais ils marchent côte à côte. Même slogan, même revendication, Philippe Martinez parle d'un début de convergence des luttes. On a les mêmes intérêts. Quand je vois des slogans hausse du SMIC, justice fiscale, baisse de la TVA sur les ronds-points, plus de services publics, c'est des slogans qu'on crie depuis maintenant fort longtemps. Et donc, quand on est rassemblés, et d'ailleurs les Gilets jaunes ont redécouvert l'action collective, quand on est rassemblés, on est toujours plus efficace que quand on est divisé. Si à un moment donné on a tous la même idée, qu'on se bat tous pour la même chose, qui est dans un premier temps le frigo et le pouvoir d'achat et de vivre dignement de notre salaire, on peut que s'entendre et marcher ensemble. L'image était encore inimaginable il y a seulement quelques semaines. La CGT ayant pris jusque-là ses distances avec le mouvement, alors que du côté des Gilets jaunes, on a longtemps refusé toute présence des syndicats dans les rangs des manifestations par peur de récupération. Il y avait de la méfiance réciproque, il faut le dire au début. Mais au fond, chacun, en avançant, s'est rendu compte de qui était pour le rétablissement de l'ISF, qui était pour des vraies mesures de justice fiscale, qui était pour des vraies mesures de démocratisation de la République. Et c'est sur ces revendications de fond que la convergence progressivement se fait. Mais beaucoup continuent de ne pas apprécier ce mélange des genres, signe que la convergence totale des luttes est encore loin. D'ailleurs, ni la CFDT, ni Force ouvrière n'ont appelé à une mobilisation nationale.
Et bien justement, on va en parler. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Danielle Tartakovsky, bonsoir. Bonsoir. Historienne, spécialiste des mouvements sociaux. Bernard Vivier, bonsoir. Directeur de l'Institut supérieur du travail. Jean-François Madieu, bonsoir. Sociologue et vous aussi spécialiste des mouvements sociaux. Et Alexandra Schwarzbrod, bonsoir. Directrice adjointe de la rédaction de Libération. Merci à tous les quatre d'être ici. Alexandra Schwarzbrod, justement, on va commencer avec vous. On ne cesse de parler de cette hypothèse de convergence des luttes. On vient encore de l'entendre dans le sujet de Sandra Cerqueira. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'en voir le début aujourd'hui de cette convergence des luttes? Un tout petit début, parce qu'on voit bien qu'il y a... ces deux mondes différents qui s'opposent. Les Gilets jaunes, depuis le début, pourquoi il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes? Parce que justement, c'était des gens qui ne se reconnaissaient plus dans les syndicats, qui en tout cas ne voulaient plus considérer qu'ils ne les représentaient pas. Et donc, c'est comme ça que ce mouvement a émergé. Simplement, maintenant, les Gilets jaunes voient bien qu'il y a une espèce d'usure, usure de ces manifestations tous les samedis. Ils sont moins audibles. Voilà, ça c'est donc pour ils commencent à avoir besoin Ils commencent à avoir besoin du côté un peu structuré, organisé des syndicats, ça ils le sentent. Et en même temps, ils s'en méfient comme de la peste. Les syndicats, de leur côté, sont tous dans des registres très différents. Martinez et Laurent Berger de la CFDT, donc Martinez, CGT, se méfient aussi beaucoup des Gilets jaunes et notamment de tout le côté ultra-violent de certains, enfin de la frange très violente des Gilets jaunes. FO est toujours parmi du gros problème qui a conduit à un changement de président. Donc, c'est un peu la pétaudière, ils n'en sont parmi, ils ne sont pas en état de récupérer un mouvement comme ça. Et Laurent Berger, en plus, on le voit, essaye de redonner un peu de chance au paritarisme et de rediscuter avec le MEDEF autour de l'assurance chômage. Donc il a un gros dossier sur la table, il a autre chose à faire, à mon avis, que de s'occuper des Gilets jaunes. Donc voilà le paysage, on ne voit pas très bien, enfin ça peut éventuellement prendre, mais ça paraît très compliqué. Bernard Vivier, vous êtes d'accord, on assiste à un petit début de convergence des luttes, un peu poussif, un peu contraint et forcé presque? Non, moi je vais dans le même sens que ce qui a été dit, et pour le dire peut-être de façon différente, sans trahir votre pensée, il y a double divergence. Il y a divergence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement syndical, et il y a au sein du mouvement syndical une divergence qui s'accroît entre ceux qui considèrent que cette grave crise sociale, c'est pas une jacquerie, quelque chose de lourd, de profond, peut être réglé par le débat, le mot est à utiliser, par la concertation, par la recherche de solutions positives, et d'autres dans l'affrontement. Et on voit bien aujourd'hui une CGT qui a pris parti aujourd'hui d'aller dans la manifestation, mais c'est normal. Une organisation syndicale, elle est là pour ouvrir, élargir un mouvement, coiffer le mouvement, comme on dit dans le jargon syndical, et pour peut-être aller chercher dans ce mouvement des futurs militants, des futurs responsables. Mais le tri à faire entre les violents casseurs et le peuple des ronds-points, il n'est pas fait encore. Mais pourtant, c'est pas anodin ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était la première fois, Danielle Tartakovsky, qu'on avait des Gilets jaunes qui se joignaient au mouvement sans vraiment le dire, sans qu'il y ait des photos de famille, sans qu'ils défilent vraiment côte à côte. Chacun était vraiment dans son cortège. Mais il y a eu quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est la première fois nationalement, dans la mesure où effectivement, dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup d'actes des Gilets jaunes des dernières semaines, il y avait la présence de la CGT Escalité. Donc c'est pas... Et c'est pour ça, je suis globalement d'accord avec votre analyse, mais je crois qu'il faut un tout petit peu nuancé entre l'aspect stratégique avec les divergences que vous évoquez tous les deux, j'y souscris totalement, et puis ces phénomènes de rapprochement sur le terrain à partir de revendications. On voit bien qu'une partie des Gilets jaunes, dans d'autres circonstances, aurait pu être dans les manifestations syndicales. Aujourd'hui, dans le cortège parisien, il y avait des Gilets jaunes au milieu du cortège CGT. Ça se mélangeait, pas très nombreux. Sans doute s'agissait-il aussi de syndicalistes qui avaient arboré le gilet jaune. Enfin, donc, c'est pour ça que c'est difficile d'y voir clair, mais il y a quelque chose de... Il y a peut-être un tournant, Jean-François Madieu, quelque chose de nouveau qui est en train de se passer? Oui, mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que déjà depuis quelques semaines, on savait que localement, déjà, dans des villes de province, des unions départementales, la CGT, les structures locales avaient manifesté, et en effet, déjà avec des drapeaux, etc. D'autre part, il faut rappeler que Solidaire ou la FSU également étaient souvent présentes. Donc, il y avait déjà des indications. C'est vrai que là, très clairement, c'était un tournant.
un virage. On pouvait se douter, malheureusement, de ce qui se passerait. Alors, on n'a pas tous les éléments chiffrés à l'heure où on se parle, mais manifestement, quand on déclenche une journée, c'était pas juste pour faire des manifestations. Je voudrais rappeler que l'objectif, c'était pas manifester, c'était la grève. Grève massive, ouais. Voilà. Et l'idée de la grève, malheureusement, c'est la confirmation, et c'est probablement une erreur, d'ailleurs beaucoup le reprochent aux appareils des organisations syndicales, la CGT en tête. L'erreur, c'est de penser que des journées isolées produisent le moindre effet. Les gens ne veulent plus les suivre. Aujourd'hui, quand vous regardez les taux de participation dans le monde enseignant, c'est pathétique. Et dans les fonctions publiques, sans parler des transports, il n'y a personne qui va perdre une journée. Personne. Donc cette stratégie-là est inefficace. On le sait très bien. Franchement, beaucoup ne comprennent pas, parmi les Gilets jaunes et d'autres, comment les organisations syndicales, ou certaines d'entre elles, peuvent continuer dans une stratégie de ce type. C'est vraiment pas à mettre à leur crédit. C'est totalement incompréhensible. Sauf à avoir une autre analyse qui est qu'il n'y avait pas forcément une volonté acharnée de parvenir à quelque chose. D'ailleurs, soyons clairs, la CGT a traîné les pieds. Enfin, Martinez et la Confédération et beaucoup de toute une partie de la CGT a traîné les pieds, sans parler des autres organisations syndicales, à rejoindre ce mouvement. Si vous comparez avec 68, c'est incroyable. Et 68, c'était fait au bout de quelques semaines. Ça a été très rapide, 15 jours, je crois. Là, vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu entre le 17 novembre et aujourd'hui. Enfin, c'est surréaliste. Donc, on voit bien qu'on n'a pas créé les conditions de la fameuse convergence, en l'occurrence. Sans compter la désunion syndicale. Daniel Tartakovsky. Bon, le problème, c'est qu'on n'est plus en 68. Le problème, c'est qu'on est dans une phase longue et sans doute destinée à durer, où la grève est devenue très difficile. N'oublions pas que le mouvement syndical vient de subir de très graves défaites massives. Donc, certes, les journées isolées ne servent peut-être à rien, mais la grève des cheminots, qui a été quelque chose de tout à fait inédit dans sa forme et dans sa durée, n'a pas tout à fait servi à ce qu'escomptaient les cheminots. Donc, alors, il faut trouver les moyens. D'où les Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a voulu manifester autrement une colère. Je pense que nous sommes en train de rationaliser a posteriori. Il y a eu un phénomène de très grande colère qui a débouché dans des milieux qui étaient des milieux relativement peu syndiqués. On a à la fois ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il s'organise sur une base territoriale et qu'on a à la fois des hommes et des femmes qui pourraient être syndiqués parce qu'ils sont salariés, mais aussi beaucoup d'autres, et que quelque chose a eu lieu, et que ce quelque chose, on peut maintenant le comparer avec d'autres formes de stratégies. Mais je ne crois pas que ça a été un mouvement qui s'est développé contre une stratégie en opposant une autre. Cette journée de mobilisation était aussi et surtout une journée test pour le syndicalisme français, pour la CGT en particulier, et pour son leader Philippe Martinez. D'ailleurs, il veut frapper fort, il le montre, il n'a pas été avare de commentaires devant les caméras. Écoutez. C'est une grosse journée de mobilisation dans la rue, mais aussi dans les entreprises. Parce que je rappelle, c'était une journée de grève de 24 heures et il y a beaucoup de grèves dans les entreprises. On a réussi à concrétiser tous les contacts et les discussions qu'on avait avec ceux qu'on appelle les Gilets jaunes. Et donc c'est plutôt positif. Il faut maintenant continuer, élargir, proposer d'autres initiatives. Et on voit bien que faire ça la semaine, c'est pas incompatible avec le samedi. Au contraire, c'est complémentaire. Continuer, élargir, proposer d'autres initiatives. Pour Philippe Martinez, ça veut dire plusieurs choses. Organiser toutes les semaines des mardis d'urgence sociale, ce qui fait sérieusement penser d'ailleurs au samedi des Gilets jaunes, et mise en ligne des cahiers d'expression revendicative. Et là, nous pensons évidemment aux cahiers de doléances mis à disposition dans les mairies. Bernard Vivier, ça donne un peu le sentiment d'une CGT suiveuse, pas tellement innovante. Là aussi, ce sont des méthodes déjà vues. Oui. Et l'approche du congrès de la CGT, ce sera dans 3 mois, le 13 mai, l'ouverture de ce congrès. L'approche du congrès donne une pression à Philippe Martinez, qui n'est pas dans une situation facile. Rappelons-nous, Bernard Thibault, mis en place en 1999 jusqu'en 2013, pendant 14 ans, a essayé de concilier contestation et négociation. Et puis, la succession très difficile à l'intérieur de la CGT de Bernard Thibault a fait qu'aujourd'hui, Philippe Martinez, depuis 4 ans, essaye de tenir tous les mouvements, les courants, les tendances. Et de ce fait, à l'intérieur de la CGT, la réflexion, le positionnement, l'évolution n'est pas travaillée. Je vais faire un parallèle un peu abusif. La CFDT, à la fin des années 70, a dit « Nous quittons le socialisme autogestionnaire et nous évoluons vers le réformisme ». Ça a été très long.
Mais ça a été fait. Et Nicole Notat, avec beaucoup d'énergie, même d'autorité, a poussé la CFDT dans cette direction. À la CGT, le logiciel, l'expression est peut-être un peu vive, mais est un peu rouillé, qui n'avance pas recule. La CGT fait du surplace, de ce fait, perd des adhérents, perd de l'audience et perd de son énergie, alors qu'elle reste une belle organisation. Vous savez, la CGT, c'est en France 857 unions locales. Il n'y a pas une autre organisation syndicale capable d'occuper le terrain. Alors que dans son ensemble, le syndicalisme, il est dans les entreprises, dans les administrations, et de moins en moins sur les ronds-points, les territoires. Et au-delà du cas de la CGT, du cas particulier de la CGT, Alexandra Schwarzbrod, est-ce qu'il est essoufflé, ce syndicalisme français, ou est-ce qu'il est en train de retrouver un second souffle, justement, au travers de cette nouvelle énergie impulsée par les Gilets jaunes? Moi, je le trouve plutôt essoufflé. Je le sens plutôt essoufflé. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est à la fin d'une époque, à la fin d'un cycle. Ouais. On voit bien que Martinez n'arrive pas à reprendre la main. En effet, il est soit dépassé, il arrive soit trop tard, soit trop tôt. Et puis surtout, il fait partie de ces gens qui ont peiné à se positionner assez vite sur les gilets jaunes, enfin qui ont alterné le pour, le contre, qui ne savaient pas trop. Contrairement, par exemple, à un Laurent Berger qui tout de suite, très vite, a pris ses distances et qui a adopté une position qu'on reconnaît ou pas, qu'on accepte ou pas, mais en tout cas qui a été extrêmement claire et qui continue à l'être. Daniel Tartakovsky. Le problème, c'est que certes, Laurent Berger a une position extrêmement claire, mais qu'il a été tout seul à la prendre et qu'il n'embraye pas davantage sur le monde dans lequel nous vivons que Martinez. C'est facile de critiquer le mouvement syndical. On est plutôt dans le constat, on n'est pas vraiment dans la critique. Non, mais c'est pas. Je ne m'adresse à personne, mais d'estimer en tout cas que les stratégies sont discutables, qu'ils sont à bout de souffle, tout ça est certainement vrai. Mais n'oublions pas que le mouvement syndical français, c'est quand même a été totalement consubstantiel de l'État social à la française, dont il a été, le syndicalisme français en a été un des éléments moteurs. Les deux confédérations sont signataires de la charte du Conseil national de la résistance. À partir du moment où il y a une mise en crise de ce qui s'appelait en 1944 la véritable démocratie économique et sociale, les acteurs de cette démocratie économique et sociale, ils n'embrayent plus. Ils n'embrayent plus et je crois que c'est à cela que nous sommes confrontés. C'est extrêmement grave. Et rappelons effectivement qu'il n'y avait pas de front syndical uni aujourd'hui. La CFDT et FO ont refusé de se joindre au mouvement. Voilà pourquoi, je vais vous en citer quelques-uns. On a discuté notamment sur ce qu'on pouvait faire sur les salaires dans les entreprises. À la fin, il y avait potentiellement une liste à la Prévert et forcément une grève. Ce n'était pas notre objectif, c'est ce qu'a expliqué Laurent Berger. Pas plus d'accord chez Force ouvrière. Si la CGT n'avait pas annoncé tout de suite le 5 sur un cahier de revendications fourre-tout, ça aurait été plus simple pour nous. C'est même agacé Christian Grolier. Ce manque d'union syndicale, est-ce que ça finira par leur être fatal, Jean-François Amadieu ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pendant longtemps, on sait que c'est la spécificité française. Là, elle est criante cette fois-ci, mais au fond, on a l'habitude. C'est pareil tous les 1er mai. Bon, enfin bref, c'est une caractéristique française. Alors en temps normal, en effet, je confirme ce que vous disiez. Finalement, le mouvement syndical français s'en est sorti, bien qu'il ait très peu d'adhérents, parce qu'il y avait une institutionnalisation et surtout parce qu'effectivement, il y avait tout ce paritarisme au fond. Alors que ce soit pour les financements ou le fonctionnement syndical, ça marchait. Et puis deuxièmement, il y avait une capacité à mobiliser. Car n'oublions pas que c'est par les conflits, par la grève, là aussi, la France n'était jamais très bien classée dans les comparaisons internationales, que les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, on voit que du point de vue de la participation aux grèves, tout ça ne fonctionne plus. Quant au volet État social que vous évoquiez, c'est vrai qu'il est mis à mal. Non, mais il y a aussi autre chose dans la crise syndicale, parce que, vous voyez, la dernière enquête du CEVIPOF et d'Opinionway, je crois, qui a indiqué 27% de confiance dans les organisations syndicales en tant qu'institution. C'est peut-être un peu plus, ça dépend comment on pose la question, mais c'est vrai que c'est bas. Alors, on le trouve dans d'autres pays, de même que la crise des adhésions, mais pas dans tous. Et l'exemple le plus frappant, c'est les États-Unis. Finalement, c'est la fête aux États-Unis. Les chiffres sont nettement meilleurs, les gens adorent les organisations syndicales. Pourquoi ? Comment on l'explique ? Justement, ce qui permet de le comprendre, c'est un virage que, de mon point de vue, dans ce moment, on voit que le mouvement syndical français n'a pas été en mesure de le prendre, et la CGT en tête. C'est quoi ? C'est qu'encore aujourd'hui, Philippe Martinez va considérer, et il l'a dit dès le début, pourquoi il ne rejoint pas les Gilets jaunes ? Parce que pour lui, il est hors de question d'aller avec des gens qui sont homophobes, xénophobes, racistes. Ou qui votent Rassemblement National. Mais en raison du sociétal, il n'est pas possible
voyez, Et là, il fait une erreur, il mélange tout. Il ne devrait pas faire le tri. Et souvenez-vous, les samedis, c'était incroyable. La CGT avait appelé, non pas à manifester aux côtés des Gilets jaunes, mais dans Paris, à rejoindre un défilé sur les violences faites aux femmes. Le sujet est important, mais vous voyez que si vous choisissez le sociétal contre le social, syndicalement parlant, et pour l'électorat, pour la base populaire, qui est très en faveur des Gilets jaunes, ça pose un vrai problème. Et la comparaison internationale, non mais elle est importante parce qu'aux États-Unis, justement, je n'ai pas besoin de rappeler que c'est bien cette question du social et de sociétal qui a été très clivante aux États-Unis et qui explique beaucoup des déboires, on le sait, d'Hillary Clinton. Donc si vous voulez, n'oubliez pas qu'il y a une demande de social, et si la CGT en tête délaisse ce terrain et considère que finalement, non, il y a des tas de sujets intéressants. Il y a des gens fréquentables et d'autres pas aussi. Il y a des gens fréquentables d'autre part, et on est sur des sujets sociétaux, mais le social finalement, bon, et on est capable de sacrifier l'un au profit de l'autre. Mais là, mais le divorce avec l'opinion, franchement, quand vous regardez les sondages, je vous assure, et pas comparé international, vous réalisez la fracture qui est en train de se créer. Donc pour le mouvement syndical français, la CGT, la CFDT c'est différent. Pour eux, c'est pas un problème. C'est pour la CGT que c'est grave. Oui, je voudrais tempérer ça. Le métier de base du syndicaliste, ce sont les questions professionnelles. C'est l'emploi, le pouvoir d'achat, l'insertion de jeunes générations. Les questions sociétales ont évidemment une importance, mais pour cela, il y a d'autres acteurs. Il y a des ONG, des associations, des mouvements, et chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. Les syndicats, c'est la vie professionnelle. Et soyons plutôt optimistes. Nous voyons aujourd'hui, certes, un affaissement de la revendication contestataire. Nous voyons se développer une revendication qui aboutit par la négociation. Chaque année aujourd'hui dans les entreprises, on signe entre 34 000 et 36 000 accords. Alors évidemment, c'est la négociation. Ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les rues, mais ça construit. Ça s'appelle un syndicalisme réformiste, comme partout ailleurs en Europe, comme aux États-Unis aussi, où le syndicalisme est très faible aux États-Unis. Hein. Il y a 12%. Oui, c'est ça, 12%. En France, c'est 8%. Donc mais un syndicalisme en France qui évolue. Et on le voit, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la CFE-CGC, Force ouvrière pour l'essentiel, vont dans cette direction. La CGT se cherche toujours. Ira-t-elle, je dirais, aux racines de ses origines, c'est-à-dire un syndicalisme catégoriel qui sait prendre en main. Elle a des vertus, elle a des valeurs syndicales très fortes. Elle a été perturbée pendant plusieurs dizaines d'années par l'idée le mythe de la classe ouvrière, de l'unité organique comme point de passage obligé du salut du prolétariat, lequel aujourd'hui on le voit sur les ronds-points, n'est pas du tout uni, il est fragmenté. Et une partie importante aujourd'hui des personnes qui ont besoin d'être aidées, assistées, ne le sont pas. On pense aux jeunes des banlieues, on pense à différentes personnes, différentes catégories, ou sur les ronds-points, les commerçants, les artisans, qui ont toujours été ignorés d'un syndicalisme qui visait toujours à une classe ouvrière. Disons-le de façon un peu pédante, Proudhon a été trop oublié par rapport à Marx. Daniel Tartakovsky. Oui, donc personnellement, je ne mettrais pas l'homophobie et l'antisémitisme du côté du sociétal, donc je pense que votre clivage... C'est un autre sujet. C'était peut-être un autre sujet. Il y a quand même, tout à l'heure vous évoquiez deux mondes, moi j'étais assez d'accord avec la notion des deux mondes. N'oublions pas que les revendications des Gilets jaunes... qui partent d'un constat commun du mal-vivre et de l'insuffisance du pouvoir d'achat et de l'injustice sociale. Ça, c'est un fond commun. Mais à partir de là, la revendication s'est cristallisée sur la seule question de la fiscalité, donc sur la seule question de l'État. Avec d'ailleurs un paradoxe, puisqu'on se focalise sur l'État, mais en même temps on appelle à Macron démission, et donc on ne sait plus très bien où est l'État et à qui on parle, s'agissant des Gilets jaunes. S'agissant du mouvement syndical en général, et de la CGT en particulier, puisqu'il s'agissait d'elle, bien évidemment, le cœur du combat, c'est l'entreprise. Alors, on parle de convergence, et je le disais tout à l'heure, on est peut-être un peu dans une logique un peu trop stratégique, en sachant que, en ce moment, le confédéral va mal, parce que quand on n'arrive pas... Mais moi, je dirais qu'il y a quand même toute une contemporanéité, toute une série de luttes en ce moment. Et alors, je ne sais pas quel sera les lendemains de la journée d'aujourd'hui, mais... les Gilets jaunes ne sont pas seuls à se mobiliser. Alors, il y a ces formes étranges, les stylos rouges qui étaient samedi, ils étaient samedi dans la rue, mais ils n'étaient pas que les Gilets jaunes, mais ils sont les foulards rouges aussi, oui. Alexandra Schwarz. Les stylos rouges, pardon. Ce qu'on voit aussi, c'est que
En ce moment, dans la société française, tout le monde se cherche un petit peu. Tout le monde essaye de retrouver sa place et de retrouver une stratégie, de retrouver une cohérence. On voit bien que là, il y a plein de mouvements épars, que ce soit du côté du gouvernement, l'Élysée, enfin, du pouvoir politique, les syndicats, tout le monde, les maires, enfin, tout le monde cherche un petit peu une cohérence à tout ce qui est en train de se passer et au sein de cette cohérence, sa place exacte et comment rameuter ses troupes, éventuellement s'agrandir. Et on voit bien que c'est un peu la pétaudière, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et pour en revenir à ce mardi, je voudrais vous donner les chiffres de la mobilisation du jour à Paris, puisque pour l'instant, je n'ai que cela. 30 000 participants selon la CGT à la manifestation et 18 000 selon la police. Alors, rien à voir, évidemment, avec les grandes heures du syndicalisme français, des mouvements de contestation lorsqu'ils arrivaient à rassembler plus d'1 million de personnes dans les rues dans tout le pays. On va justement regarder quelques archives. 12 décembre 1995, souvenez-vous, opposition au plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale, entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues. 13 mai 2003, mobilisation contre la réforme des retraites de François Fillon, chiffre officiel, plus d'1 million de personnes dans les rues, 2 millions selon les syndicats. Enfin, 29 janvier 2009, défense de l'emploi et du pouvoir d'achat face à la crise financière, ça nous parle, entre 1 et 3 millions de personnes mobilisées dans le pays et évidemment un front syndical uni. On a l'impression que ce temps est fini, Jean-François Amadieu, que ce n'est plus possible pour les syndicats de rassembler autant. Est-ce qu'on se trompe ? Oui, très clairement, vous avez raison de rappeler tous ces exemples. Alors, ça n'a pas toujours été d'une redoublable efficacité. Si vous prenez 2003, par exemple, absolument. On sait que échec. Même en mettant du monde, voilà, ça peut être un échec. 95, ça a marché. Voilà. Et vous aviez raison de rappeler que, pour prendre un conflit récent dans le cas de la SNCF, même effectivement une bonne participation, même un conflit finalement long et un peu dur, ne débouche sur un résultat qui est négatif. Donc ça fait quelques années qu'effectivement le rendement, on va dire, de la manifestation et de la grève a baissé. Et de fait, les gens participent moins, ça leur coûte trop cher, ils n'en voient pas l'utilité. Mais c'est vrai que ça... Et c'est pour ça que d'ailleurs le cas des Gilets jaunes est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'avec peu de monde, on peut avoir un résultat intéressant. Par une autre manière de faire, une autre médiatisation, d'autres pratiques d'action. C'est sans doute sur ce point que les organisations syndicales françaises, on va encore les critiquer, mais c'est vrai que les confédérations n'ont pas été forcément très en avance sur les réseaux sociaux, on le sait, dans leur façon de communiquer, il y avait peut-être d'autres manières de faire. À la question comment les syndicats s'en sortiront-ils dans l'avenir, Bernard Thibault, ex-patron de la CGT, avait répondu ceci: c'est à eux de s'adapter aux nouvelles formes de lutte, pas l'inverse. Il avait raison et ça a été l'erreur des syndicats, Alexandra Schwarzbrot. Là, on voit bien, oui, là, dans le cas qui nous intéresse, oui, sur les Gilets jaunes, ils sont arrivés après la bataille. Et là, on voit bien que Martinez, avec toutes ses propositions de mardi, de cahier de doléances, de nouvelles formules. J'ai plus le terme en tête. On voit bien qu'il essaye... Cahier d'expression revendicative. Voilà. Il essaye de s'adapter soit à ce que fait l'exécutif, soit à ce que font les Gilets jaunes, mais qu'il n'y a pas tellement d'idées nouvelles dans ce qu'il propose. C'est ça, et pas de présence sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez abordé ce point aussi, Bernard Vivier. Oui, notons que la phrase de Thibault est intéressante parce que tout cela, c'est une invitation à renouveler les formes de l'organisation, de l'expression collective. Il ne s'agit que de ça, parce que les revendications ne changent pas. Ce n'est pas une remise en cause de l'utilité de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations patronales, syndicales. Parce que si il n'y a pas de manifestation dans les rues, la colère rentrée finit par s'exprimer. Comment ? Aux extrêmes. Ça profite à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et on le voit, le danger majeur, c'est de détricoter la construction européenne. Et nous avons là, dans quelques semaines, une échéance de première importance, avec des replis nationalistes, xénophobes, partout en Europe. Donc c'est là, les organisations syndicales, elles ont pour mission, d'une certaine façon, de transformer ces colères, ces émotions en revendications structurées. Donc là, nous avons un mouvement syndical qui n'y arrive pas, pour la CGT, ou qui refuse un peu le combat pour la CFDT en disant non, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Mais en tout cas, ils sont perdus. Exactement, mais on voit bien toujours l'utilité. Grand souci que nous avons, c'est un président de la République qui pendant un an et demi les a laissés sur le banc de touche. Il a fait exploser ses opposants à la droite immédiate, à la gauche immédiate. Il a marabouté les syndicats, il les a et puis maintenant, il se trouve seul face à la rue. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde les sondages depuis plusieurs années, les Français n'ont pas confiance dans les organisations syndicales et même patronales, ils ne les aiment pas. En revanche, ce qu'ils adorent,
c'est frappant, c'est la négociation collective, le fait que les partenaires se mettent ensemble. Ils voudraient que ce soit comme ça, ils rêveraient que ça fonctionne. Donc en fait, ils aiment bien justement ce fameux modèle qui a été mis à mal par le président de la République et qui n'est pas en ce moment, que beaucoup de politiques rejettent, c'est cette fameuse démocratie sociale, cette association des partenaires. Mais les Français aiment bien ça. Et ça, c'est tout le paradoxe sans doute, mais c'est pour ça qu'aussi ils aiment bien le grand débat, tout en se disant que ça ne mènera pas à grand-chose. Les Français aiment bien aussi, ils savent que ça ne servira à rien, qu'ils vont se faire rouler enfin bon, bref, comme ils le pensent dans les entreprises. Souvent, ils disent, on veut bien nous écouter, mais on n'en tirera aucune conclusion. On parle, mais il ne se passera rien. Donc, du coup, mais les Français aiment bien pouvoir dire leurs mots. Et juste au passage, ça y est, je le dis pour nos téléspectateurs, nous avons les chiffres nationaux. 300 000 participants dans toute la France, selon la CGT. Daniel Tartakovsky, je le disais, on est quand même très très loin du million, des 2 millions et des 3 millions des années 90 et 2000. On est très loin, mais enfin, comme vous le disiez, le nombre ne règle pas tout. À preuve... Non, mais ça laisse des traces, ça laisse des archives, ça laisse des images. Celle-ci n'en laisse pas moins. Mais c'est vrai que entre 84 et 95, on a eu toute une série de grandes mobilisations collectives qui se sont terminées par des succès, retrait de loi, retrait de projet de loi, quelquefois chute des ministres qui allaient avec. Ça valait d'ailleurs pour les catholiques avec le mouvement de 84 ou évidemment en 95. À partir de 95, on a de très grandes manifestations qui ne débouchent plus sur rien. Donc moi je crois qu'on peut pas réfléchir sur le mouvement syndical de manière isolée, mais il faut bien voir dans quelle rapidement, il nous reste quelques secondes. Et dans quelle relation avec l'État il se situe. Peut-être que les Français aiment la négociation, mais on a effectivement affaire aujourd'hui à on doit s'arrêter là. Qui ne veut plus négocier et qui substitue. Merci, on doit s'arrêter. Daniel Tartakovsky, je suis désolée. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Vos contributions, vous les envoyez à publicsénat.fr@gmail.com. Enfin, sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.